Bonjour à tous, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette 4e édition déjà. Le temps passe, mais on est très heureux de voir à quel point on travaille tous pour ces territoires durables, ces villes durables. Sur ces 4 dernières années, on a eu l'occasion de partager des dizaines de cas concrets, d'élus, d'experts de la ville, de start-up, d'entrepreneurs de France et aussi de l'étranger qui sont là pour justement amener à la fois de l'innovation et en même temps de la positivité. La positivité, on en a besoin. Vous le verrez dans quelques minutes avec l'intervention du ministre. L'idée, c'est quand même de se réunir ensemble et d'arriver à co-construire cette ville et ces territoires dans lesquels il fait bon vivre et dans lesquels on essaie de réduire effectivement l'empreinte carbone. Alors, le Hub Institute, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le think tank qui effectivement anime depuis 10 ans ces communautés d'innovation, du coup a développé tout un réseau international d'experts, d'analystes qui viennent aller chercher les bonnes pratiques bien au-delà de nos frontières. On a été effectivement assez précurseurs sur la partie transformation digitale. On est depuis maintenant 2017 sur le sujet de la transition durable et on aborde aussi maintenant des sujets un peu complexes comme le blockchain ou d'autres grandes révolutions qui arrivent comme le métaverse. Alors, la grande nouveauté de cette rentrée, c'est que les 100 000 grands décideurs qui nous suivent ont été invités à rejoindre nos différentes communautés. On en a 21. Et donc, vous avez des communautés autour de la mobilité, de la ville, des agences territoriales, évidemment de l'impact, de la RSE. Et donc, vous recevrez dans les prochaines semaines des invitations pour pouvoir justement échanger sur les sujets qui vous intéressent pour faire avancer les choses. Alors, on le sait, on l'a vécu, ça a été l'été le plus chaud pour la plupart d'entre vous. On le voit, ce dérèglement climatique, cette perte de biodiversité, l'impact humain, bien sûr, vous avez vu au Pakistan ce qui se passe, et puis les tensions sociales, évidemment, qu'on n'a pas besoin de relever. Des incendies, des orages, des inondations. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une intervention dans un média sur le fait que le dérèglement climatique va augmenter le nombre de turbulences dans les avions, puisqu'il y aura de plus en plus de dépression. Et donc on le voit, l'impact va être de plus en plus concret. Donc les températures que nous avons vécues, elles étaient plutôt prévues autour de 2050, donc c'est un peu stressant. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que même si évidemment les gouvernements, les autorités sont dans l'accompagnement, il y a eu cette prise de parole de ces 3 grands dirigeants du secteur de l'énergie avant l'été sur justement pour alerter les Français directement sur ces enjeux autour de l'énergie. Et c'était impressionnant de voir que ils allaient dans l'engagement un peu à la place de ministres pour sensibiliser les Français. Et donc ça montre effectivement le sujet est énorme et la réponse est forcément européenne sur des sujets aussi importants que les sujets de l'énergie. Alors il y a pas mal de choses qui arrivent dans les prochains mois. D'abord il y a effectivement en juillet l'Union européenne qui a validé l'énergie nucléaire et qui lui a donné le label vert, qui va donc permettre de manière concrète de décarboner, l'intégrer dans la comptabilité extra-financière et accompagner justement la décarbonation, avec la partie gaz vert aussi, donc c'est pas mal de choses. Et puis, vous l'avez suivi il y a quelques semaines, l'annonce effectivement du fonds de 1,5 milliard, qui est a priori évidemment pas la réponse ultime à tous les sujets, mais qui va permettre de pouvoir enclencher un certain nombre de projets, on l'espère rapidement, parce que les enjeux sont là, et il faut agir vite par rapport à tout ce qu'on voit. L'autre sujet, c'est la loi climat et résilience qui a des conséquences assez importantes. Je ne sais pas si autour de vous, dans vos vies personnelles, vous avez déjà eu écho de gens qui ne pouvaient plus louer leur appartement ou du coup il y avait des baisses de valeur de leur appartement. Pourquoi ? Parce que les travaux n'avaient pas été faits et que voilà, aujourd'hui il y a 5,2 millions de logements qui sont concernés en France par des enjeux urgents de rénovation pour faire baisser justement du coup le côté énergivore de beaucoup d'habitations. Alors, autre point aussi, c'est la mise en place de communautés autosuffisantes. Alors, il y a des cas à Paris, par exemple, de
de particuliers qui s'unissent pour monter des toits de panneaux solaires et puis se partager l'énergie. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles tendances en association évidemment avec des opérateurs d'énergie, mais on va avoir de plus en plus ce type de démarche. Donc c'est des tendances à suivre. Alors, on avait eu l'occasion début juillet à notre grande conférence sur l'énergie, que je vous invite à voir en replay. L'intervention évidemment de Claude Renard, qui est le délégué, le coordinateur des bornes électriques en France au sein du ministère de la transition énergétique. On le sait, il faudra aller au million de bornes. On a 70 000, 60 000. Donc, il y a encore un grand chemin à parcourir. Alors, il est vrai qu'il y a eu pas mal de révolutions dans les bornes, dans leur capacité à développer de la charge rapide. Donc, c'est vrai que ça change la donne. Et donc, c'est plutôt positif. Donc, on espère qu'il y aura encore plus de révolutions. Et une capacité des bornes de recharge à être encore plus puissante pour réduire le temps de charge et ainsi fluidifier le trafic et autres. Mais il y a de gros enjeux. Là-dessus, on aura l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Et donc, il y a autour de l'électrique beaucoup de concentration de discussions et d'investissements et d'infrastructures. Donc, on en parlera un peu plus tard dans la journée. Mais ce qui est important, et c'est vraiment notre colonne vertébrale au Web Institute, c'est vraiment cette logique des 10 challenges de la ville qu'on a développée maintenant il y a 4 ans et qui, quelque part, alimente toutes nos réflexions, nos discussions, avec cette idée d'avoir d'un côté vraiment ce focus citoyen. Pourquoi ? Parce qu'on est on est en Europe du Nord, donc les villes sont là depuis très longtemps, et donc le sujet numéro 1, c'est de gérer l'existant, donc ça va être la partie effectivement focus citoyen, avec la mobilité, bien sûr, on en parlera d'ailleurs dès ce matin. Il y aura après toute la partie développement économique, attractivité des territoires, donc les cœurs de ville et autres, avec toute la partie commerce effectivement et revitalisation des cœurs de ville, donc des gros sujets. Et puis il y a bien sûr toute la partie inclusion. On a échangé avec le cabinet de la ministre effectivement sur ce point et ça va être un des grands points pour l'année prochaine, faire partager la ville au plus grand nombre. Après, on le sait, il y a un enjeu de rénovation urbaine, il y a un enjeu d'infrastructure qui est énorme et donc dans ce contexte, on aura un certain nombre évidemment d'interventions sur la gestion évidemment du foncier, sur le numérique et la data. Après, on aura bien sûr tout ce qui est lié à la production effectivement de données, l'optimisation de l'énergie, et puis enfin la biodiversité, la nature en ville, qui est un des gros leviers effectivement de développement pour toutes les zones urbaines dans lesquelles on habite. Et enfin, bien sûr, les enjeux de gouvernance, puisque une fois qu'on a travaillé sur le citoyen, on l'a aidé à avoir un meilleur cadre de vie, on a participé au cofinancement de la rénovation urbaine et des infrastructures urbaines. Il faut aussi repenser la manière dont on pilote les villes. Je vous donne quelques exemples. Dans certains pays, je pense à la Hollande, dans certaines villes, il n'y a pas d'adjoint. Il y a des task force. Et donc, en fait, les gens sont élus et au fur et à mesure de l'avancée de la mandature, ils se réunissent par task force pour gagner en agilité et pour effectivement suivre vraiment les projets le plus possible. Donc, c'est vrai que dans cette vision, quelque part, qui vous est présentée, c'est ce qu'on a appelé, nous, c'est un peu technique, mais c'est une vision qu'on appelle Brownfield Cities. Désolé pour le terme anglais, mais c'est cette vision, justement, un peu vieille ville, qui contraste avec le concept de Greenfield Cities, de nouvelles villes. Je vous explique. En fait, dans les nouvelles villes, vous passez par le design de la ville, donc la gouvernance, vous passez derrière par la construction, donc par l'infrastructure, et puis après, vous allez attirer les nouveaux citoyens. Ça, c'est valable dans des villes nouvelles. Donc nous, par exemple, quand on est allé en voyage d'études en Corée du Sud, à Tseongo, donc c'est une ville nouvelle à 2 heures de Séoul, ça ressemble un peu à la Défense, sauf que ce qui correspond au parvis, c'est une sorte de champ et de terrain vague, parce qu'ils n'ont pas vraiment fini la ville. Vous voyez. Donc, du coup, il y a eu la planification, la gouvernance, il y a eu l'infrastructure, et puis il n'y a pas beaucoup de citoyens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller vivre là-bas. Donc ça, c'est les Greenfield Cities. En Europe, aux États-Unis, dans toute cette zone, il y a de moins en moins de nouvelles villes, parce qu'il y a de moins en moins de foncier disponible. Donc le concept de Greenfield Cities ne s'applique pas trop dans nos contrées. Okay. Nous, on est plutôt dans la partie Brownfield Cities, donc vieille ville. Et donc c'est un chemin inverse. C'est d'abord l'existant, les citoyens, c'est après la rénovation urbaine, et enfin la gouvernance. Donc il faut bien avoir ces schémas en tête, parce que c'est vrai que nous, en tant que think tank, évidemment, on lit beaucoup d'insights, on engage avec beaucoup d'experts. Et c'est vrai qu'on a eu, par exemple, l'occasion d'échanger. On est beaucoup allé à Singapour. On a quand même organisé une conférence pendant 5 ans là-bas. Et là-bas, ils ont des concepts qui s'appellent, par exemple, Smart City in a Box.
C'est impensable en Europe. On ne va pas arriver dans une ville et tout installer. Et puis voilà, il faut construire. Ici, on est dans une autre approche. On est dans la co-construction. Et donc, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est pour ça que les journées qu'on organise, elles sont là pour vous, pour justement intégrer tous les acteurs, tous les offreurs de solutions, les experts, les élus qu'on aura toute la journée, qui viennent contribuer justement à des villes plus durables. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée.